Jean-François Kahn, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin sur Radio J. Vous étiez venu au printemps présenter vos mémoires d'outre-vie. C'était le premier tome. Je me retourne sidéré aux éditions de l'Observatoire. Un livre qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès entre-temps, depuis 6 mois. Et vous êtes en train de boucler le deuxième tome et dire que je l'ai fait, qui paraîtra donc en février aux éditions de l'Observatoire. Dans ce premier tome, il y avait beaucoup de choses déjà sur l'extrême droite, l'histoire de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, etc., puisque vous êtes un journaliste politique émérite et cofondateur notamment du magazine Marianne, ainsi que de l'événement du jeudi. Donc toutes ces personnalités politiques, vous les avez suivies sur près de 50 ans. Et aujourd'hui, nous sommes, en cette rentrée, en cet automne, dans un contexte nouveau, Jean-François Kahn. Il y a l'émergence du polémiste Éric Zemmour, candidat putatif. Il y a une tétanie des états-majors de droite face à ce qu'ils perçoivent comme une fuite d'une partie de leur électorat traditionnel, notamment des fillonistes, en direction du polémiste Éric Zemmour. Quelle analyse faites-vous de ce nouveau rapport de force dans le conservatisme français ? Vous savez, il y a un humoriste avant-guerre qui résumait la pièce de Corneille, Le Cid, excellente pièce, à moins compte de mots, en mettant dans la bouche de Chimène, cet alexandrin, il est joli garçon, l'assassin de papa. Eh bien, on pourrait mettre dans la bouche de la droite cet autre alexandrin, ah, comme il est séduisant celui-là qui nous tue. C'est-à-dire, tout est là, c'est inouï ce qui se passe. C'est-à-dire que Zemmour aujourd'hui, il ne fait pas de mal à la gauche, il ne prend pas de l'électorat là, pour le coup, c'est à la droite qu'il est en train de tuer, il est en train d'assassiner la droite, comme le pétiniste a failli assassiner la droite avant-guerre. Heureusement que De Gaulle l'a sauvé, sans quoi vous imaginez dans quel... Bon. Et comme la souris fascinée par le serpent qui va l'avaler, Oui. elle est là, et elle se laisse avaler. Il y a eu dans le feu. Attendez, j'ajoute. Il y a cette fascination, Jean-François Kahn. Non, mais je voudrais ajouter une chose pour être précis, parce que des fois, on n'ose pas dire les choses. Il y a eu à la une du Figaro, il y a 3 semaines, un éditorial à la une, signé Vincent Trémollet de Villers. Vincent Trémollet de Villers. Oui, qui est le directeur adjoint de la C'est un rédaction des du Figaro. responsables, etc. Absolument. Mais hallucinant, où il disait... on n'entendait rien sur l'immigration, on n'entendait rien sur la sécurité, on n'entendait rien sur les décadences de la France, on n'entendait rien sur rien, sur rien. Et arrivé Zemmour qui lui a dit, et lui, etc. Attends, ça veut dire que le Figaro n'a jamais parlé de ça, que le Figaro Magazine n'a jamais parlé de ça, que Valeurs Actuelles n'a jamais parlé de ça, que Marianne, que l'Express, que Le Point n'a jamais parlé de ça. Comment peut-on pousser le masochisme suicidaire jusqu'à dire ça? Et il ajoutait, il s'en prenait non pas à Zemmour, aux excès de Zemmour, il s'en prenait aux quelques personnes à droite qui osaient critiquer Zemmour. Alors, les quelques personnes c'est à droite, ahurissant. on va revenir sur cet éditorial. Les quelques personnes à droite qui osent, comme vous dites, critiquer Zemmour dans la droite politique, on parle des hommes politiques, c'est des personnalités éminentes de la droite républicaine comme Christian Estrosi ou Renaud Muselier. Vous avez suivi ces derniers jours... Donc, le maire de Saint-Étienne. Le maire de Saint-Étienne aussi. Remarquable. Vous avez suivi, donc Jean-François Kahn, les déclarations du maire de Saint-Étienne, du maire de Nice, donc Christian Estrosi, aussi du président de la région Sud, PACA, Renaud Muselier. Ce sont tous des gaullistes, au fond, sociaux. Ils s'en prennent plein la figure. Oui, mais eux, c'est différent. C'est aussi parce que la droite dure les soupçonne, et quelquefois a raison, de s'orienter vers Macron. C'est un règlement de compte interne. Mais dans la droite restée à droite, les Républicains, ce que je veux dire, c'est que c'est suicidé. C'est même pas, comment dirais-je, un procès moral que je leur fais. C'est leur dire, mais vous êtes fous. On est en train de vous tuer, de vous assassiner, de vous éradiquer, et vous vous laissez, non seulement vous laissez faire, mais vous chantez la gloire de celui qui vous tue. C'est ça. On va venir bien sûr aux raisons que vous allez aborder, pour lesquelles, selon vous, il y a un succès si incroyable d'Éric Zemmour dans une partie de la droite française aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais quand même vous poser une question très claire. Vous pointez donc cet éditorial du Figaro, vous venez d'y faire référence, et ces ambiguïtés. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, depuis plus longtemps que le surgissement d'Éric Zemmour, dans la droite française, une ambiguïté fondamentale d'une partie de ceux qui réfléchissent, on va dire, au logiciel intellectuel de la droite, depuis en gros le surgissement de Patrick Buisson dans l'entourage présidentiel en 2006, on voit bien, si vous voulez, qu'une partie de la droite en fait se met à rêver à haute voix
du grand parti de droite qui fédérerait la droite républicaine et l'extrême droite. Est-ce que c'est pas ça le fond Vous du savez... problème? Non, est-ce que c'est pas ça le fond du problème, Oui. au-delà des protagonistes et des Mais personnages? Il se trouve que j'ai écrit 2 livres dans ma vie sur ce que j'appelle les invariances, pour montrer que l'évolution sociale se fait Tout à fait. par recomposition Il y des a des invariantes. structures fondamentales de la Voilà. vie politique. Et Or- d'ailleurs, on peut dire, c'est passionnant parce que vous l'évoquiez. Le néo-centre de Macron n'appartient pas aux invariances. Il y a une structure qui est Ouais. la social-démocratie. Encore que, Il y a une structure qui est au centre-gauche, la social-démocratie, au centre-droit, la droite républicaine. Non, mais l'invariance dont là qu'on voit ressurgir, c'est que, je veux dire, recomposé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, à gauche, il y avait une gauche social-démocrate ou réformiste, etc., une gauche stalinienne. Bah, on voit aujourd'hui ressurgir une forme de gauche stalinienne. Alors, pas exactement comme celle d'hier, c'est pas possible, on ne peut pas refaire, mais on voit ressurgir une gauche stalinienne. De la même façon, les 2 droites irréconciliables, en vérité, c'est une droite gaulliste et une droite pétiniste. Absolument. Et on voit aujourd'hui ressurgir une droite fascisto-pétiniste. On va qu'est-ce que vous venir voulez ? dans le détail de l'analyse. Après, on évoquera le personnage d'Éric Zemmour et son positionnement politico-idéologique sur la scène médiatique, où il est omniprésent, naturellement. Mais avant, justement, restons sur cette distinction entre ce que vous appelez les 2 droites. René Raymond, lui, il a théorisé les 3 droites, mais au fond, cette analyse... Non, mais moi, c'est pour ça que je Justement. préfère celle-là. Absolument. René Raymond avait théorisé, vous le savez mieux que quiconque, les fameuses 3 droites. Légitimiste, orléaniste, mais ça, c'est dépassé. Cette analyse semble... Aujourd'hui, vous avez raison, au regard de ce qui se passe à droite, cette analyse semble dépassée. Sincèrement, on s'est connus, on a travaillé ensemble au magazine Marianne, lorsque vous le dirigiez avec Maurice Safran, vous imaginiez que 12 ans, 13 ans après, on en serait dans une situation où, comme vous les appelez, les pétainistes relèvent la tête et menacent les gaullistes? Alors, je vais vous dire, à ce point, non, qu'il y ait une droite fondamentalement pétiniste et derrière une droite franchement fasciste. Écoutez, ça fait 20 ans qu'on nous dit partout qu'elle est résiduelle. Non, mais moi, je pensais qu'elle était plus importante que ça, qu'elle se taisait. Je dirais même... Ça fait 20 ans que je disais même que la nouvelle bien-pensance nous expliquait qu'elle était résiduelle. Oui, mais dans la mesure même où elle était obligée de se taire, qu'elle n'osait plus dire, etc., quelque part, elle attendait. Elle attendait cette possibilité, enfin, la libération, on va pouvoir, depuis 30 ans, on ne peut plus dire ces choses-là, on va pouvoir enfin le redire. Donc, ce que je n'imaginais pas... Au moment de l'avènement de Sarkozy, vous l'aviez déjà senti? Un petit peu. Ce que je n'imaginais pas, c'est d'abord que les extrêmes droites feraient 36-37% d'intention de vote, il faut quand même voir les choses, et que surtout, l'extrême droite, si j'ose dire, le péniste, qui, qu'on le veuille ou pas, est restée républicaine. Elle ne met pas en cause la démocratie, Marine Le Pen, elle est d'extrême droite. Et on peut le dire hein, au passage, sur la question musulmane, qui agite beaucoup la société française, elle maintient une distinction qu'Éric Zemmour a fait sauter récemment entre les musulmans et l'islamisme. En plus, oui. Hein, donc elle serait dépassée par quelqu'un qui dit ouvertement qu'il est contre la République, ouvertement qu'il est contre la démocratie, qui, entre parenthèses, va jusqu'à dire que Dreyfus, peut-être, n'était sans doute pas innocent. Alors Éric Zemmour ne dit pas qu'il est contre la République. Mais attendez, moi j'ai lu, crayon à la main, son livre sur le destin français. Il dit noir sur blanc qu'il est contre la République, qu'il est hostile à la République. Non, parce qu'on ne l'a pas lu. Alors, sur un sujet qui quand même vous intéresse un peu, qui est par rapport au judaïsme, je vous donne des trucs. Je vous dis que... Alors, par exemple, je lis, les troupes pétinistes ont contribué beaucoup plus à la libération de la France que celle de la France libre. Le meilleur de l'après-guerre nous vient de Vichy. C'est une citation du livre de Zemmour. Il fait allusion... Pour être équitable, Jean-François Kahn, quand il écrit ça, il fait allusion à la pseudo-modernisation de Vichy, notamment la modernisation de l'État, de l'appareil d'État. Pas que ça, parce qu'il dit le meilleur. C'est le meilleur. Le meilleur de l'après-guerre nous vient de Vichy. Absolument. Les lois anti-juives de Pétain, il faut les replacer dans leur contexte. Les migrations juives nous venaient d'Allemagne, de Pologne, de Russie, partout. Elles inquiétaient, exaspéraient jusqu'à les Français de confession juive. C'est le succès inouï des Juifs au XIXe siècle, écoutez bien ça, qui a tourné la tête des Juifs, qui leur a tourné la tête. La culture moderne de la réussite individuelle
a ravivé la très ancienne flamme biblique du peuple élu, le récit victimaire a permis de dissimuler que le repli communautaire a été imposé par les Juifs eux-mêmes. Hein. Les Juifs alors se sont trouvés, non sans raison, écoutez bien, non sans raison, accusés à la fois de tirer les ficelles de la bourse de Londres et d'errer dans les rues de Moscou et de Berlin, le couteau entre les dents. C'est très éloquent. Alors Jean-François Kahn, on pourrait alors ajouter... je suis sûr que vous ne saviez pas qu'il avait écrit ça, et là, les gens ça, l'ont oublié. Précisément non. En revanche, je me souviens d'avoir lu et de l'avoir d'ailleurs critiqué assez longuement dans l'Express, Le Destin français, son livre de 2017, dans lequel il y avait des passages extrêmement péjoratifs sur les Rothschild, parce qu'il accusait les Rothschild, pour le dire avec un mot qu'il a employé récemment à l'endroit de Bernard-Henri Lévy, d'être au fond des traîtres à la France. Ouais. Absolument. Il y avait un passage là-dessus qui a été très peu relevé. Mais alors, sur BHL, il a dit c'est un traître. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans une société, si vous voulez, de la non-lecture ? C'est-à-dire que beaucoup de gens qui parlent de Zemmour n'ont pas lu ses livres. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça ? C'est-à-dire, ce qui est incroyable, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. À gauche, ils ont fait semblant de le lire, ils ne l'ont pas lu. Moi, j'en vois la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois qu'ils l'ont critiqué, ça portait sur les 2 premiers chapitres. Ça prouve qu'ils n'avaient pas lu les autres. Tout ça, enfin, vous imaginez, à la gauche, ils auraient pu quand même profiter de tout. Et en plus, je vous en ai passé. Hein, ce qu'ils disent sur Victor Hugo, sur Voltaire, sur De Gaulle. Enfin, c'est ahurissant. Très bien. Ils ne l'ont pas lu. En plus... il fallait absolument montrer que Zemmour était un affreux nationaliste. Très bien, ça rentrait dans leur idéologie, c'est ça le mal. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'ils détestent la France. Si vous lisez bien Le Destin français, d'un bout à l'autre, c'est une haine incroyable contre la France qui coule depuis 1789. C'est ça la thèse. Ah oui, mais ça, elle ne voulait pas le dire, parce que ça la dérangeait. Quant à la droite, au moment où elle faisait l'éloge du livre, il faut dire que le mec travaillait chez lui, qui remettait en cause clairement, nettement, sans bavure, la République, elle disait vive la République, la démocratie, vive la démocratie, la laïcité, nettement, elle disait vive la laïcité, la philosophie des Lumières, et elle disait vive la philosophie des Lumières. C'est-à-dire que le type disait l'inverse de ce pourquoi elle prétendait se battre, elle ne le disait pas. Mais alors c'est quoi, Jean-François Kahn, de la part de cette droite dont vous fustigez aujourd'hui, on l'a bien non, mais compris. je fustige même pas, je constate. Vous constatez, vous fustigez la timidité de la réponse de la droite, on va dire partidaire, officielle, vis-à-vis des thèses développées par Éric Zemmour, alors même qu'Éric Zemmour triangule et mord sur son électorat. Donc c'est un paradoxe. Alors ça s'explique comment ? Je dis qu'elle fait le jeu de celui qui est en train de la massacrer. C'est à la limite. Je pourrais m'en foutre. Hein. Je pourrais vous dire au fond qu'ils se massacrent entre eux. On va tirer la pelote, si vous me passez l'expression, ce matin sur Radio J, de votre hypothèse pour expliquer cette timidité, pour expliquer, on va dire, cette tétanie de la droite. Cette fascination, je vous ai dit, c'est la souris fascinée par le serpent. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusqu'à envisager l'idée que, en dépit de toutes les apparences jusqu'ici, il y aurait aujourd'hui une sorte de majorité sociologique, de masse critique de gens qui sont plus près des idéaux du pétainisme que des idéaux du gaullisme dans la droite française. On l'a dit, il y a une tendance. Je ne sais pas quel est le pourcentage. De toute façon, je ne crois pas que Zemmour pourrait être élu la présidente de la République. Non, mais là, on parle de la droite, on parle de la fascination. Il faudrait voir. Mais quand il y a eu la pétition de militaires et de gradés, vous savez, à un moment, sur le site du Figaro, alors ça ne met pas en cause le Figaro, là c'est leur site, sur le site internet du Figaro, il y avait non pas des dizaines, même pas des centaines, mais des milliers de messages du genre « ils ont raison, il nous faut un Pinochet, il nous faut une bonne dictature militaire, on regrette qu'on n'ait pas un Franco en France », c'était écrit. Donc il y a une tendance, en effet, néofasciste. C'est compliqué d'ailleurs parce qu'entre nous, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a une vraie tendance néofasciste. En Italie, on le dit, hein, il y a aujourd'hui une droite qui est d'ailleurs qui est à 20-25% des sondages. On dit qu'elle est néofasciste. En France, c'est interdit, on ne peut pas le dire. C'est une tendance néofasciste. Parce que la droite a d'une façon terroriste fait en sorte qu'on ne peut pas se le dire. Qui ? La droite, les journaux donnent. Moi, j'ai écrit, vous savez, j'ai une expérience formidable. J'ai écrit 3 tribunes pour Le Monde pour dire, parce qu'il y a aussi ça, regardez ce qui se passe. Cette poussée incroyable de l'extrême droite de Zemmour qui est à la droite de Le Pen. Mais peut-être que vous pourriez aussi interroger sur les responsabilités de la gauche et les responsabilités de la presse de gauche et peut-être votre responsabilité, vous, au Monde. Peut-être vous pourriez refus de le passer.
Refus. J'ai écrit 3 tribunes pour le Figaro, parce que je suis pour ça, pour essayer de le débat, pour leur dire, mais attention, ce que je vous dis, il y a une dérive fascisante qu'il faut regarder en face et qui, de la même façon que le pétiniste a failli vous tuer, qui peut vous tuer. Refus de le passer. Voilà la réalité aujourd'hui. Refus de le passer. Mais j'allais simplement vous dire, c'est compliqué parce qu'il y a une vraie poussée fasciste, il y a une tendance fasciste, mais Zemmour n'est pas exactement fasciste. C'est vraiment le national-monarchisme maurassien. C'est plutôt Maurras et pétinisme. Voilà. C'est le pétinisto-maurassisme plutôt que du fascisme. Alors justement, on est peut-être au cœur d'un des points stratégiques importants de Éric Zemmour depuis quelques années, mais notamment dans le dernier livre auto-édité. Éric Zemmour, la France n'a pas dit son dernier mot, Éric Zemmour dit qu'il est pour l'alliance des classes. Alliance des classes entre une bourgeoisie qu'il ne qualifie pas comme ça, mais qu'on peut dire réactionnaire en gros, et islamophobe d'un côté, et de l'autre côté, un peuple excédé par le macronisme. Vous, qui êtes un grand spectateur engagé depuis un demi-siècle, est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Est-ce que les intérêts fondamentaux, et on va dire aussi les affects fondamentaux de la bourgeoisie et du peuple peuvent converger? Alors, je suis très content que vous me posiez cette question. Parce que je donne totalement raison à Zemmour, sauf que ma position est inverse. Oui, ça peut marcher. En l'occurrence, alors là, pour le coup, c'est le fascisme, ça. C'est-à-dire, mais comme comme pour piquer les voiles à droite, il s'est converti à un langage libéral, ultralibéral. C'est ambigu, mais enfin, disons, c'est l'idée, cette alliance, c'est l'idée. Qu'on décrit. Non, mais je vous réponds. L'alliance des classes qu'on décrit, vous avez raison, historiquement, dans les études historiques sur le fascisme français comme sur le fascisme italien, Sternel d'un côté, Gentile de l'autre, etc., ou Renzo da Felice, c'est une des caractéristiques de la synthèse fasciste. On est d'accord. Voilà. Mais mais de son point de vue, il a raison. Enfin, mais je lui donne d'autant plus raison, sans envers, que je suis, moi, pour une lutte antifasciste par une alliance des classes. On est bien d'accord. Je pense, moi, qu'il faut absolument... Les républicains populaires doivent s'allier aux républicains bourgeois. Voilà, qu'il faut arrêter avec les conneries de l'extrême gauche, le rapetissement sur les ouvriers, de toute façon, ils votent plus pour eux, sur un peuple fantasmé. Il faut absolument retrouver absolument ce que la République a servi. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Cette fusion, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout là. Cette fusion entre le peuple, dans ses larges, une partie de la bourgeoisie, une partie de la paysannerie, des indépendants, ce qu'on appelle les indépendants. Il faut absolument élargir. Il ne faut pas rapetisser. Il faut élargir. Et en effet, il faut une alliance de classe. On arrive au cœur du sujet. On a analysé avec vous le drift d'une partie de la droite vers le pétainisme, la fascination pour Zemmour, l'autre partie de la droite qui est tétanisée dans sa réponse, qui a peur au fond de perdre sur le plan électoral. Tout ça, on vient de l'analyser. Maintenant, parlons des réponses, des ripostes. Vous avez fondé, avec notre ami Maurice Safran, en 1997, un magazine qui était au fond fondé sur ça, c'est-à-dire l'alliance des républicains, par-delà les différences de sensibilité, et par-delà l'alliance de classe républicaine, les différences de classe sociale. L'alliance de classe républicaine contre l'alliance de classe fasciste. On est d'accord, c'était les fondements même de ce magazine. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société française en général, les corps intermédiaires, les grandes institutions, les institutions, le Grand Orient de France, par exemple, est encore à même de faire entendre cette voix, j'allais dire, républicaine, progressiste et populaire? Écoutez, malheureusement, ce que je vais vous dire me fait du mal. Pour l'instant, c'est très difficile. Et pourquoi? À cause de la presse de gauche. Dans la mesure où la presse de gauche, hélas, n'est pas sur cette ligne, à partir du moment, elle est sur quelle ligne? Elle est sur une ligne de rapetissement, de radicalité. Par exemple, il y a 2 jours dans le Monde... Je veux dire, elle est plus woke que Clémenceau. Écoutez, il y a 2 jours dans le Monde, il y avait une page entière sur les nouveaux antifascistes, formidables antifascistes. C'est des gens que vous expliquaient, mais l'antifascisme, c'est pas simplement l'extrême droite, c'est la société elle-même qui est fasciste. Donc comment voulez-vous vous battre sur cette ligne-là? Comment vous battre? C'est fou. Jean-François Kahn, vous confirmez l'autodiagnostic que vous aviez fait, un peu humoristique, certes, mais... Finalement, j'ai perdu complètement ma bataille. Il y a quelques années, vous avez écrit un livre pour dire j'ai perdu cette bataille, je l'ai perdu, il faut reconnaître, je l'ai perdu. Oui, mais enfin, j'abandonne pas. J'espère. Jusqu'à présent, je l'ai perdu. Mais alors, comment on fait justement pour renverser la vapeur et regagner du terrain perdu à l'intérieur du camp progressiste et humaniste
pour que ces alliances de classe républicaines reprennent un peu force et Écoutez, vigueur? moi, je continue. Je suis vieux. Hein, Oui. et donc, j'ai quelques années à vivre. Et ben, jusqu'au bout, je me battrai. Mhm. Je dis, faites comme moi. J'écris des articles pour le dire, pour essayer de mobiliser le monde. Ils ne le passent pas. Je continue. Je publie des chroniques dans le Figaro pour les mettre en garde. Ils ne le passent pas. Et je continue. Eh ben, faites comme moi. Ne désespérez pas. Battez-vous, battez-vous. Si vous voulez pas qu'on aille vers un drame, il faut absolument se battre et ne pas désespérer. Et alors, sur le plan politique, si on descend dans l'infrastructure politique, là, on était, comme disaient les althusériens de jadis, que vous connaissiez, dans la superstructure idéologique. Si on redescend dans l'infrastructure politique, on vient de parler de la droite, longuement, on a fait un diagnostic du rapport de force. À gauche, vous avez raison, il y a cette gauche indigéniste, woke, différentialiste, comme on disait jadis. Ok, elle est puissante. Est-ce qu'il y a un espace Même néo-stalinienne. Bon, est-ce qu'il y a un espace pour une candidature, on va dire, modérée et passionnément républicaine, qui pourrait l'incarner? Mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que là, notre débat, c'est comment trouver un socle vaste, large, qui permet vraiment de donner un coup d'arrêt Alors, le à socle cette large, bande. quand vous avez fondé... Après, c'est les Quand vous élections. avez fondé Marianne avec Safran, on a 5 minutes encore. Quand vous avez fondé Marianne avec Maurice Safran, le socle large que vous aviez en tête, d'ailleurs vous l'avez fait vivre pendant plusieurs années, c'était en gros, on rassemble tout le monde, des gaullistes historiques, hein, à la Étienne Pinte, on va dire, jusqu'à des gens fréquentables dans le mélenchonisme. Je caricature à peine. Est-ce que Oui, jusqu'à aujourd'hui, les républicains oui. de la gauche radicale. Alexis Corbière, etc., est-ce que c'est aujourd'hui jouable ça? Ben, je vous ai répondu, non seulement c'est jouable, mais d'abord c'est nécessaire, on n'a pas le choix. Deux, il y a une attente, c'est ça le comble. On a une attente. Très fort. Trois, il y a une majorité. Très fort. Et à cause du positionnement, j'espère que ça changera, de la presse de gauche, des médias de gauche, eh ben, c'est très très difficile à obtenir. Alors on va finir, parce que vous avez évoqué plein de sujets, on va finir par la presse, les médias. Il y a aujourd'hui, c'est une réalité sociologique aisément observable. Dans les grands médias, il y a 9 groupes principaux qui se répartissent les médias français. Hein, toutes activités confondues. Depuis les sites internet jusqu'à la presse écrite, en passant par les télévisions. Il y a 9 groupes. 9 groupes et donc 9 hommes qui se répartissent les médias. Est-ce que ça, c'est une situation qui laisse encore de la place à ce pluralisme républicain sur lequel vous avez, avec Maurice Safran, fait votre carrière? Moi, si j'avais 40 ans ou 50 ans ou 60 ans aujourd'hui, de nouveau, je créerais un grand journal indépendant qui se bat sur les deux fronts, qui se bat contre l'ultra-radicalisme. Parce que les ultra-radicaux, c'est pas hasard si aujourd'hui, il y en a de moins en moins, mais c'est pas hasard sur tous les samedis, et ils manifestent ensemble quand même. Je crois qu'il faut quand même voir les choses vous disiez tout à l'heure que le fascisme, c'est ça. Quand on voit les manifestations où la gauche la plus radicale et la droite la plus radicale manifestent ensemble sur les ronds-points ou dans les rues. Vous parlez du pass sanitaire. Oui, vague sanitaire aujourd'hui et certains gilets jaunes hier. Non, et qui sont très minoritaires, parce que là, on ne le dit jamais, mais il y a très peu de gens qui manifestent. Si vous lisez les journaux, vous avez l'impression que c'est une masse. Il y a très peu de gens. Les gens, ils attendent. Ce qui est terrible, c'est que ça va peut-être échouer. On va peut-être rien réussir à faire, alors qu'une énorme majorité des gens aspirent à ça. Sont des républicains, sont des démocrates, progressistes au bon sens du terme, veulent du progrès Humanistes. social. Humaniste. Et regardez, vous parlez des journaux. On pourrait aussi parler, ce qui me tue aussi, c'est ce négativisme incroyable, terrible. Tout va mal, tout est horrible, tout est affreux, tout est catastrophique. Bah, attendez, vous votez Zemmour. À partir du moment où on vous dit tous les jours, la France coule, la France tombe, c'est de pire en pire, c'est épouvantable. Non, mais vous votez Zemmour. Mais alors que quand vous étiez en France, vous voyez des choses merveilleuses. Vous avez des gens qui se battent, vous voyez des gens qui imaginent, vous voyez des gens qui créent, vous avez des gens qui se donnent à l'intérêt public. Et pourquoi on ne parle jamais de ces gens-là? Pourquoi ce négativisme, ce catastrophisme systématique? C'est suicidaire. Alors, on dit souvent que dans le journalisme, évidemment, les mauvaises nouvelles sont plus croustillantes que les bonnes. Bah, si c'est ça, bon. C'est peut-être ça, mais si c'est ça, c'est lamentable. Mais alors, terminons, justement, parce que vous avez un tout petit peu botté en touche, terminons sur ces oligarques, entre guillemets, des médias. Est-ce qu'au fond, on peut suggérer qu'ils ont, sur beaucoup de sujets,
au fond, une convergence de vues non assumée et que, jusqu'à un certain point, l'efflorescence, l'explosion des passions identitaires, quelque part correspond, non pas à un agenda, mais à des choses qui correspondraient au libéralisme ou à l'ultralibéralisme dans sa phase d'appropriation planétaire des moyens de production. Non, ça, je ne crois pas. Je crois, en revanche, vous savez, les gens qui en vérité défendent Zemmour, mais qui n'osent pas le dire, ils vous donnent un argument qui est, faut reconnaître quand même qu'il dit des choses justes. Oui, tout à fait. Que tout ce qu'il dit n'est pas faux. Il se retranche derrière son parler vrai. Bon, mais attendez, vous pouvez me citer quelqu'un qui ne dit que des choses fausses? Vous pouvez me citer quelqu'un dans l'histoire qui ne dit pas quand même quelque chose de juste? Hitler, il a fait des autoroutes, il n'avait pas tort. Mussolini, il a asséché les marais, il n'avait pas tort. Staline, il a fait progresser l'alphabétisation en Russie, il n'avait pas tort. La question, Jean-François Kahn, c'est pas ça. C'est aussi... Si. Non, mais c'est la Non, mais c'est la question. Je veux dire, cette phrase, oui, mais quand même, il dit des choses justes et d'une connerie lamentable. Oui, mais c'est aussi, vous avez raison, mais c'est aussi, on va en terminer par là, Jean-François Kahn, c'était passionnant cette discussion, mais c'est la centralité qu'il semble occuper actuellement. Il sature en quelque sorte l'espace mental des Français. Non, il n'y a pas, je ne crois pas que... Il y a, bon, on va en parler, il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a 70% des gens, alors naturellement, ça fait espérer l'extrême droite, qui en effet pensent qu'on ne peut pas continuer une politique d'immigration comme ça. Qu'il faut réguler, réduire l'immigration, ou qu'il faut lutter contre l'insécurité. Et 2 tiers des Français, on en termine par là, semblent persuadés que les thèmes du grand remplacement ne sont pas des lubies ou des fantasmes. Oui, de toute façon, c'est complètement idiot, cette histoire. Nous-mêmes, on est la France, je vous signale, il y avait pas, en 700 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de Gaulois en France. Et donc, déjà, la France gauloise, c'est la conséquence d'un grand remplacement. Donc, évidemment. Mais on ne peut pas dire qu'il y a la revendication identitaire. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le terme. La revendication identitaire, elle n'est pas rejetée en soi. Elle est légitime. La double et la revendication identitaire nationale, on est français, on est fier d'être français, la culture française, ou à l'intérieur de cette revendication nationale, le fait qu'il peut y avoir une fierté identitaire juive, une fierté espagnole, ce que Zemmour rejette complètement, est totalement légitime. Donc vous dites plus que jamais, continuons le combat, Jean-François Kahn. Il ne faut pas le continuer, là, il faut peut-être le commencer. Merci beaucoup d'être venu à Radio J. Vous reviendrez. On vous souhaite une très bonne fin de semaine, ainsi qu'un très bon Shabbat, et ainsi qu'à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Jean-François Kahn.